and Paris, France. Monsieur, je voulais savoir comment était la communauté juive dans votre ville. C'était très gentil, c'était des gens qui se connaissent entre eux, et qui se fréquentaient, qui se réunissaient dans les synagogues. Et comme moi j'étais un enfant très turbulent, ma mère a demandé à l'âge de 4 ans ou 3 ans, entre 3 et 4 ans, les instituteurs qui me prendre à l'école maternelle pour que je sois encadré et surveillé un peu plus parce qu'elle n'arrivait pas à me tenir à la maison. Voilà. Et là, après, je suis allé dans le Haider où j'ai connu d'autres garçons qui avaient de même provenance que nous, des juifs, et il y avait une très bonne entente. On faisait des études ensemble et on se fréquentait en tant qu'enfants qui allaient à l'école. L'après-midi, on allait à Haider et c'était très très bien. C'était très gentil. C'était une école juive ou c'était une école pour tous les enfants? Le Haider, c'était une école que des écoles juives. Là-bas, on apprenait le problème religieux, l'histoire d'ancienne et l'histoire plus moderne judaïque. Et il y avait une école le matin où on apprenait à lire, écrire. J'avais une très bonne mémoire parce que ma sœur, la grande, quand elle allait à l'école, elle apprenait à haute voix. Et en l'écoutant, moi, je savais avant elle réciter le poème, ce qu'elle avait appris, un grand poème, ce qu'elle avait appris. Alors ça faisait beaucoup de fierté pour moi et pour mes parents. C'était dans quelle langue? C'était en hongrois, parce que mes frères et sœurs, ils allaient dans des écoles hongroises. Mais on apprenait des prières par cœur, bien sûr, et des choses, les études, Rimish aussi, on faisait des études au Haider, voilà, qui était très intéressant. Et vous avez commencé l'école normale à quel âge? Et on commençait à 6 ans, je veux dire, j'avais, à peine 6 ans parce que je suis né au mois de mars et je commence l'école au mois de septembre, voilà. Voilà, et quels étaient les horaires? Il fallait se lever très tôt? On commençait de bonne heure. Les horaires pour moi étaient encore plus chargés parce que le matin, on allait à l'école, comme on avait des vaches et on avait beaucoup de lait, il fallait, les enfants livraient du lait chez des commerçants qui ont acheté les laits chez nous. Et le matin, même l'hiver, il fallait porter 2 récipients de lait et avec le sac à dos avant d'aller à l'école. Alors j'allais une demi-heure plus tôt et on emmenait le lait et après j'allais à l'école. C'est commencé à 8 heures jusqu'à midi ou plus tard quand j'allais vers 10 ans, ça restait jusqu'à 1 heure à l'école, voilà. Ça vous a plu l'école? Ça m'a plu beaucoup du temps qu'il n'y avait pas d'antisémitisme. J'aurais peut-être pu étudier, malheureusement, je n'ai pas pu étudier puisque j'étais déporté à l'âge de 15 ans. Alors il fallait arrêter déjà à 13 ans pour aider à la maison. Alors je n'ai pas pu faire mes études de la lecture, j'ai fait après la déportation. Un peu de connaissances, malheureusement, ça me manquait beaucoup. Là. Les études pour culture générale, ça manquait beaucoup. Et même pour avoir un métier, pour se diriger quelque part, pour pouvoir faire le choix, il faut avoir déjà une certaine connaissance, malheureusement, ce que je n'ai pas appris. Alors plus tard, après la déportation, pour apprendre un métier, il fallait que j'apprenne très vite quelque chose, parce que quand je suis venu ici à Paris, j'avais déjà 20 ans. Voilà, alors après la déportation, je suis retourné en Hongrie et je restais en tant que malade pendant 3 années à Budapest, entre les soins, pour pouvoir me rétablir les conséquences de ma déportation. Voilà. Avant la guerre, pendant votre enfance, vous aviez des amis non juifs? Oui, bien sûr, on s'entendait très bien. Il y avait les professeurs, ils étaient très très gentils, ils étaient très libéraux et les professeurs, ils n'étaient pas antisémites du tout. Ils nous ont appris, puisqu'on nous connaissait, mes frères et sœurs, ils allaient dans les mêmes écoles. Je me rappelle des professeurs qui étaient des personnes d'un certain âge, qui ont fait les études à mon frère et qui nous connaissaient, toute ma famille, ils étaient connus dans cette ville. Alors les professeurs, ils étaient très très gentils.
Même plus tard, comme j'avais des connaissances, je me rappelle que j'avais une professeure qui avait des poules à la maison. Elle m'a envoyé chercher des grains pour ces poules pour qu'ils puissent les nourrir. Alors j'ai été favorisé par ce côté-là, j'ai été très aimé par cette femme. Ça, je le sais. Quelle langue avez-vous parlé à la maison? À la maison, on parlait l'hongrois. Et mes parents, quand ils ne voulaient pas que je comprenne, alors entre eux, ils parlaient le yiddish. Et au Haider, je n'ai pas appris le yiddish, j'ai appris un peu l'hébreu. Mais pendant ma déportation, comme on était avec toutes sortes de nationalités, il y avait là-bas de Lituanie, il y avait de Tchécoslovaquie, il y avait de l'Hongrie, il y avait d'Allemands, il y avait des Juifs de toutes les nationalités. Alors la langue qui était employée entre nous, c'était le yiddish. Et au début, je n'ai pas compris, mais après, je me suis mis très rapidement, puisque mon oreille était habituée et sur certains mots que je retenais d'avance déjà. Alors comme ça, j'ai pu m'y mettre et ça m'a beaucoup servi par la suite pour me débrouiller dans des villes où j'ai passé par la suite. Pour parler le yiddish, ça m'a servi beaucoup. Et c'est une langue que ma belle-mère a transmise à mes enfants. Puisqu'elle était d'origine polonaise, elle est née à Londres. Et avec mes petits-enfants, au début, c'est elle qui s'occupait avec. Et je n'ai pas donné à une nourrice, elle voulait s'en occuper. Et elle a appris tous les deux, aussi bien mon fils que ma fille, parler yiddish. À tel point que mes enfants, ils parlent à l'école le français, ils parlent à la maison français, mais quand ils voient leur grand-mère, automatiquement, ils parlent yiddish tout de suite. Avec elle, c'est leur façon de correspondre. Est-ce que vous avez eu un bar mitzvah? Ma bar mitzvah était déjà 13 ans. Mes parents, ils m'ont fait un bar mitzvah. Comme je suis né, c'était une période de Pâques. Ils l'ont fait à cette époque-là, un bar mitzvah à la maison, c'est-à-dire à la synagogue. J'ai été appelé au Seifer, comme je suis Kohen en même temps. C'est un grand honneur. J'ai été le premier appelé au Seifer. On m'avait appris que mon père était Kohen. Automatiquement, j'ai hérité Edith Kohen. Kohen Tzadik, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très religieux. Voilà, dans le temps, c'est eux qui étaient dans le temple, qui s'occupaient avec les prières principales, et Kohen Tzadik. Et j'ai été appelé au Seifer et après, toute la synagogue était invitée chez nous à la maison, qui sont venus fêter mon bar mitzvah. C'est un souvenir bien sûr qui reste toute la vie et c'était une des joies qui me restait en tant qu'enfant parce que cette période n'était pas très joyeuse, malheureusement. Est-ce qu'il y avait des problèmes? Mais il y avait beaucoup de problèmes même pour se nourrir. Il y avait des problèmes malgré qu'on avait des vaches qui donnaient du lait. On avait du poulet à la maison, de l'élevage du poulet, mais pratiquement toute la nourriture, il fallait donner pour l'armée. On n'avait pas de blé, on ne pouvait pas faire du pain. Parce que dans le temps, ma mère, le vendredi, elle préparait pour la semaine. On avait une four dans la cour où elle faisait cuire le pain, les chalotes pour vendredi. Et cette période-là, déjà, quand les Hongrois ils ont pris tout ce qu'il y en avait comme blé et tout, on ne pouvait pas faire de pain avec du blé parce qu'il fallait garder le peu de grains qu'il a laissé pour pouvoir semer l'année suivante dans la terre, que la situation va s'améliorer. Alors, on commençait à avoir un espoir après quand les Russes ils ont attrapé les Allemands à Stalingrad. C'était en 1941 où la guerre commençait à prendre une autre tournure, mais après les Allemands ils ont accéléré les persécutions et ils déportaient déjà de l'Hongrie quelques convois vers l'Allemagne, vers la Pologne, et qu'ils le faisaient massacrer des Juifs déjà. Alors on savait qu'à 1941, c'est le commencement pour eux, c'est la fin, mais ils ont accéléré quand même la déportation des Juifs. Et de notre ville, on voyait passer des convois qui étaient fermés dans les voitures de bestiaux. Et cette époque-là, le général Horthy, qui était le gouverneur, le président en Hongrie,
il a interdit ces juifs à déporter de l'Hongrie. Il les a arrêtés, la déportation. Ils ont mis quelques trains comme ça en route. Mais c'était vers quelle année? C'était vers 42. Vers 42. En 41, ils ont emmené quelques convois. Je ne me rappelle pas combien, mais je me rappelle d'avoir vu des trains comme ça, des voitures bestiaux passer comme ça, qui l'ont emmené des juifs vers la Pologne. Puisqu'on était placé Tiszaújlac sur une ligne directe qui allait vers le Carpath, vers les montagnes qui traversaient vers la Pologne. Et vous viviez toujours chez vous? On vivait chez nous dans notre maison, oui, bien sûr. On a vécu dans notre maison jusqu'à 1944, quand ils ont décidé, après, le gouvernement a changé. Ils ont déplacé le général Horthy. Il restait là quand même comme une potiche, mais il y avait d'autres qui sont venus à sa place dans le gouvernement. Ils ont nommé des gens plus antisémites et ils ont ramassé des juifs pour mettre dans des ghettos. Et comme ça, ils ont pu commencer le ramassage des juifs dans des ghettos et après organiser leur départ aussi dans des voitures de bestiaux. Alors, quand notre tour est arrivé, ma mère est restée à la maison pour s'occuper avec des vaches et des animaux pour donner qu'ils ne crèvent pas avant qu'ils confisquent. Alors, ils l'ont laissé, ils nous ont ramassés, ils nous ont mis d'abord à la synagogue. Ils ont regroupé des gens dans la synagogue, toutes les gens de la ville étaient parus, ramassés par des camions, ils l'ont emmené dans la synagogue. Il y avait à peu près combien de juifs dans votre ville? Il y avait quelques centaines de familles. Il y avait quelques centaines de familles et ils l'ont mis dans la synagogue. Et les gens autour de la synagogue, ils restaient encore. Je me rappelle le Shoichet qu'il était chez lui. Alors ma mère a confié ses bijoux qu'elle avait sur elle pour la femme de Shoichet qu'elle cache, qu'elle enterre dans son jardin. Alors, ma mère est restée à la maison pour s'occuper. Ma grand-mère, elle était très malade, elle n'était plus tellement transportable. Alors, il laissait les gens malades, mais les gens valides, ils l'ont mis dans la synagogue. Et après, en dernière minute, ils l'ont ramassé, même les gens qui étaient malades et qui étaient à la maison, qui sont restés à la maison, et ils l'ont occupé, ils l'ont mis là-dedans d'office des gens pour s'occuper avec des animaux. Ils ont fait une liste, qu'est-ce qu'il y avait à la maison, pas les listes des objets, des listes pour les bêtes, pour savoir qu'est-ce qu'ils confient pour d'autres personnes. Et comme ça, ma mère, elle s'est dégagée, elle est rentrée avec nous dans la synagogue, et de là, on était emmenés dans le ghetto à Nagy-Szőlős. C'était quand? Quelle date? C'était en printemps 1944. Et cette époque-là, Nagy-Szőlős était une vingtaine de kilomètres. C'était une grande ville comme Berexas, mais nous, on était rattachés à Nagy-Szőlős et c'est là-bas qu'ils ont groupé Tiszaújlac et tous ses environs, et même Nagy-Szőlős, ils ont fait là-bas un grand ghetto. Alors, on a vécu du temps qu'eux, ils organisent notre départ vers Auschwitz. Alors, ils l'ont fait comme ça, que les gens, ils avaient une pièce où ils ont divisé un appartement en plusieurs pièces pour plusieurs familles, et tout le monde vivait dans une pièce, et il y avait une cuisine dans cette maison où on pouvait s'en occuper, chacun à tour de rôle, pour faire quelque chose à manger, ce qu'on avait. Combien de familles dans une maison? Dans une maison, il y avait plusieurs familles. Nous, il y avait ma grand-mère qui était avec nous, il y avait mon père, ma mère, et on était 3 frères et sœurs. Est-ce qu'il y avait des lois anti-juives avant ça? Bien sûr, il y avait des lois anti-juives, puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, la cousine qui faisait les études, elle habitait en Hongrie, la partie de l'Hongrie, qu'elle était partie à Prague pour faire les études supérieures. La médecine, ils l'ont arrêtée, il fallait qu'elle rentre à la maison. Et des autres d'études, ils étaient tous arrêtés, puisqu'ils ne pouvaient pas apprendre, ils ne pouvaient pas être ni avocat, ni médecin, ni aucune profession libérale. Les Juifs, ils étaient obligés de rester à la maison, ils ne pouvaient plus étudier. Voilà, alors ils étaient à la misère. Autre chose, autre difficulté? Autre difficulté en tant qu'enfant, sûrement, il y en avait, mais en tant qu'enfant, je ne me rappelle pas. Voilà. En tant que
les Allemands qui arrivaient qui... Ils ne montraient pas trop de difficultés le jour. Sûrement, les gens qui traînaient dans la rue, ils étaient massacrés, ils étaient battus. S'ils pouvaient coincer quelqu'un dans la rue individuellement, ils étaient battus. Il ne fallait pas circuler le soir dehors. Ça, c'était pas recommandé. Alors, on s'enfermait le soir à la maison pour ne pas sortir. Même les paysans des environs, ils savaient que les gens qui seront tués ou exécutés ailleurs, eux, ils vont hériter, ils vont le prendre ce que les autres ils possèdent. C'est comme ça, par bonne foi, ma mère a confié le trousseau de ma sœur à un voisinage. Les gens, il a donné tout ce qu'elle avait. Il y a une seule chose vous vous rendez compte, une seule chose qui a été sauvée. Ma grand-mère, dans sa bonté, dans sa générosité, elle a donné une partie du trousseau, ça veut dire une nappe avec des serviettes qui étaient faites, tissées à la main, qu'elle a donné à ma sœur quand elle partait à Paris. Elle dit, prends ça en souvenir de ta grand-mère. Et elle a pris, elle m'a montré ce tissu qui était fait dans la main, qui était brodé, qui était travaillé. Elle possédait toujours, elle n'a jamais utilisé, elle gardait précieusement, malgré qu'elle n'a pas eu de très bons rapports avec elle, elle a gardé ça. Elle a donné sûrement à sa belle-sœur, à sa belle-fille en cadeau. Est-ce qu'il y avait une radio à la maison? Radio, on n'en avait pas. On n'avait pas le temps d'écouter. On était tellement occupés qu'il ne fallait pas qu'on se distrait. On lisait les journaux, on avait les journaux. Mon frère, il lisait les informations. On était au courant de tout, mais on n'avait pas de radio à cette époque-là chez nous. Puisqu'on était occupé le matin jusqu'au soir avec ce qu'on possédait, avec le ferme. Là, vous ne pouvez pas distraire. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de radio portables, c'était des très grandes postes avec des lampes qu'il fallait garder sur place et écouter comme ça. Et est-ce que vous avez entendu parler de Hitler et tout? Ah oui, ça on était au courant, bien sûr. Et sinon, c'est les autres qui sont chargés de nous parler d'Hitler. Bien sûr, j'avais des copains avec qui j'avais de très bons rapports avant. Et je me rappelle, il s'appelait Varadi. Il avait un oncle qui était dans le service secret allemand, qui travaillait pour les Allemands. C'était un Hongrois à Budapest. Et lui, il disait, il montait la tête de ce garçon aussi, qui avait mon âge. Voilà, les Juifs, ils seront tous exécutés et déportés. Voilà, il disait déjà à cette époque-là qu'ils seront, ça veut dire les fascistes de l'Hongrie, qui étaient très, très antisémites, qui étaient plus virulents que les Allemands quand ils l'ont pu le montrer. Au début, le gouvernement hongrois, sous le général Horthy, il ne l'a pas autorisé. Mais après, de plus en plus, ces gens, ils ont pris d'appuyance par l'Allemagne, ils ont pris le poids et ils l'ont fait sentir après dans toute la ville, chez tout le monde, de ceux qui étaient juifs, pour les commerçants et pour tout le monde, que c'était des juifs, il faut éviter des contacts avec eux. Alors ils nous ont fait sentir aussi, même mes copains les plus proches, après, ils m'ont invité parce que j'étais juif. Voilà, c'était comme ça. Un fort changement? Ah oui, il y avait un changement, oui, À partir de 42. À partir de 42, pendant 2 ans, oui, il y avait un fort changement. Alors ma mère est allée voir à l'école, le professeur, pour expliquer la situation, que son mari est parti, malgré que mon père il avait déjà 55 ans, passé, ils l'ont rappelé aussi pour l'armée, pour travailler derrière le front hongrois, pour aider l'armée à faire le génie. Et ma mère est allée voir les professeurs pour demander l'autorisation m'absenter. Je n'ai pas pu continuer même l'école communale parce qu'il fallait aider à la maison. J'étais le seul homme à la maison à l'âge de 12 ans, 12-13 ans. Est-ce qu'il y avait la faim qui vous gênait beaucoup à cette époque? La faim? La faim, mais on mangeait, comme on était agriculteur, on ne peut pas dire, il y avait des manques, mais de faim, on pouvait manger toujours ce qu'il y avait à la maison. Il y avait toujours, ma mère se débrouillait toujours pour avoir quelque chose. C'était les maïs qu'on devait donner pour les animaux, on mangeait nous aussi. C'était des farines de maïs qu'elle faisait du polenta, ce qu'on n'utilisait pas avant la guerre, avant ces périodes-là. Et elle faisait des gâteaux de maïs dans le poêle, elle faisait cuire et on mangeait comme ça.
Voilà, c'était déjà la période où on commence à avoir des difficultés, mais on mangeait quand même. Je ne peux pas dire qu'on manquait de la nourriture. Le manque de nourriture, ça fait sentir pendant le ghetto déjà, où on ne pouvait pas emmener beaucoup de choses à manger et il fallait qu'on mange ce qu'on trouvait. C'était très difficile. Décrivez le ghetto, c'était fermé ou... C'était fermé, on ne pouvait pas sortir, c'était enfermé et il n'y avait pas où sortir parce que la population même, ils étaient très antisémites. Ici en France, la population même, ils cachaient des juifs. Tandis qu'en Hongrie, ça n'existe pas. Là-bas, les populations, ils ne cachaient pas des juifs. Et s'il aurait pu dénoncer, si je m'aurais caché quelque part, il m'aurait dénoncé. J'aurais pu me cacher chez des voisinages chez qui on a donné, ma mère a donné le trousseau de ma sœur. J'aurais pu, ils avaient des enfants comme moi, mais ils étaient tous en contact avec les gendarmeries, il y avait un gendarme qui faisait la cour à une voisine, il y avait une autre qui était dans le service secret hongrois, qui travaillait pour les Allemands. Alors, ils m'auraient dénoncé, là. Il n'y avait pas de possibilité de se cacher là en Hongrie. Ils étaient plus virulents, plus antisémites que les Allemands. Malheureusement, ça je ne pardonnerai pas. J'ai retourné à Budapest par la force des choses après la déportation pour espérer retrouver quelques de ma famille. Mais malheureusement, personne n'est revenu de ma famille. Tous ce qui étaient déportés, ils sont restés. J'ai su par la suite que mon grand frère, qui a travaillé très dur dans une mine de charbon, il a été tué par les Allemands parce qu'il ne pouvait plus marcher juste avant la libération par les Russes, ces régions-là où il était à côté d'Auschwitz. Il est sorti du rang et ils l'ont tué, ils l'ont fusillé. Alors c'était très difficile la situation. Alors j'ai retrouvé personne de ma famille. Quand je suis revenu à Budapest, j'étais très malade. Je n'ai pas pu marcher, je ne pouvais pas faire 50 mètres toute seule. Alors c'est pour ça qu'ils m'ont dit qu'il faut que tu te fasses hospitaliser après la déportation. Alors, Mais on parlait du ghetto. en parlant du ghetto, je suis parti un peu loin. En parlant du ghetto, là-bas, on a vécu enfermés. Ils ne nous ont pas restés trop longtemps parce qu'ils étaient pressés. Les Allemands, ils avaient l'échec sur le front russe. Et comme on était en dessous les Carpates, là-bas, ils voulaient déporter les Juifs d'abord sur le périphérique de l'Hongrie. Alors, ils ont commencé. Au jour le jour, qu'est-ce que vous avez fait dans le ghetto? Dans le ghetto, on ne pouvait pas faire grand-chose. On pouvait aider les parents pour les besoins. Et j'allais voir ma grand-mère qui était très malade, qui restait couchée. Et des enfants, mes parents, ils évitaient que les enfants soient... J'étais qu'un gosse à cette époque-là, j'avais pas 15 ans. Alors, et votre petite sœur, quel âge avait-elle? Ma petite sœur, elle avait 3 ans moins, alors elle avait 12 ans à cette époque-là. C'est-à-dire on était insouciants. Mon grand frère, il devait avoir 27 ans. Voilà, alors mon grand frère avait ma grande sœur, on soutenait les jeunes, ils soutenaient les plus âgés, on essayait de discuter entre nous. Alors mon père, il avait toujours l'espoir, puisque lui, il a fait la guerre, qu'on ne nous ferait pas de mal, ils vont nous mettre quelque part, tant pis, on va travailler, on n'a pas de fortune, on n'a pas de terre, on va faire ce qu'ils vont nous donner comme manger. Nous, on a toujours travaillé, alors ça ne va pas changer. Alors, il n'y avait pas de problème. Le jour où vous avez quitté votre maison, qu'est-ce qu'il a dit, votre père? Mais mon père, il a été très affecté par cette histoire-là. Il était complètement abattu quand il a vu qu'on l'a séparé de tout ce qu'on possédait, surtout ce qu'il était attaché. Pour le pauvre, ça a fait beaucoup mal au cœur. Est-ce que tout le monde a essayé de se soutenir? Mais il ne pouvait pas assurer, il se sentait responsable en tant que père de famille. C'était très difficile pour lui. C'était difficile pour nous aussi, bien sûr. Mais c'était très difficile pour lui. Parce qu'il commençait à réaliser que les choses ne se déroulent pas comme il pensait.
Malheureusement, on découvrait tous les jours autre chose et la situation était tous les jours plus difficile, tous les jours plus encombrant. Il ne pouvait pas soigner sa mère qui était très malade, lui qui était très attaché à sa mère également. Il était déchiré entre la famille et la mère à tel point que quand du ghetto on a déporté la famille, lui il a choisi de rester à côté de sa mère pour lui donner à boire éventuellement pour qu'elle ne soit pas toute seule abandonnée comme un chien. Qui a pris votre maison? C'était les Hongrois? C'était des gens, oui, de la ville. Ils l'ont réquisitionné, ils l'ont pris possession. Ça qui, je suis jamais retourné dans ma ville après la déportation. Alors je ne sais pas, ils l'ont pris tout ce qu'ils possédaient, les gens, et après, je ne suis pas retourné. J'aurais eu grand désir d'aller le voir, qu'est-ce qui se passe, pour revoir une fois l'endroit où je suis né, où j'ai vécu, mais malheureusement, je ne suis pas retourné parce que je n'avais pas le courage. Et ça m'aurait fait beaucoup mal au cœur, alors j'ai évité ça. Peut-être c'est mieux comme ça. Vous voyez, la terre que mon père possédait, tout ça, pour laquelle il était tellement important et attaché, c'est ça, les valeurs des choses, ils changent tellement qu'un jour, ce que vous avez, voilà, tout est parti. Des choses de la maison Rien. en partant? On a tout ce on pouvait prendre, c'était pas des valeurs, c'était des petites choses, des vêtements dans une valise, on partait comme ça et il fallait tout laisser là-bas. Et après même la valise, ce qu'on avait pris avec nous, des vêtements, tout ça, il fallait laisser dans le train quand ils nous ont déportés, il fallait descendre sans les bagages, juste ce que vous avez sur vous, il fallait se présenter comme ça devant la sélection. Et le voyage au ghetto? Au premier pas, c'était en train ou à pied? C'était dans les voitures à bestiaux. Ils nous ont emmenés sur les charrettes. Toutes ces paysans des environs étaient réquisitionnés. Et je ne pense pas qu'ils auraient mis des camions militaires pour nous emmener jusqu'à là-bas. C'était une vingtaine de kilomètres. Ils nous ont emmenés comme ça, comme des animaux qui nous ont traités. Là. Ils nous ont emmenés là-bas et on était enfermés dans le ghetto. Tout de suite, c'était gardé par les gendarmes tout autour. On ne pouvait pas se sauver, mais il n'y avait pas où se sauver. Est-ce qu'il y avait une présence d'Allemands? Les prisons, non, c'était fait par les Hongrois, même pas les gendarmes, c'était fait par les Hongrois. Ils l'ont donné, c'est les Allemands qui dirigeaient, qui étaient derrière, mais l'exécutant, c'était le gendarmerie hongrois. C'est les gendarmes qui sont venus chez nous. Je me rappelle, moi j'avais un grand chien loup qui était très attaché à moi. Il me suivait partout, il nous protégeait toute la maison à la maison. Et quand les gendarmes se présentaient, ils ne laissaient pas rentrer, ils débordaient de fureur. J'ai été obligé d'enfermer dans un cabanon pour qu'on puisse parler avec les gens qui sont venus nous chercher. Voilà. Donc vous êtes C'était très très difficile là, pour se séparer. Ce qu'on a à la maison, on ne se rend pas compte quand on est à l'intérieur d'une maison, quand on est attaché, quand on vit dans une maison, un foyer, qu'est-ce que ça représente. On se rend compte quand on l'a perdu. Alors quand vous perdez tout ça, vous êtes déraciné pratiquement. On se sentait complètement déraciné une fois parti. Une fois enlevé, on ne pensait pas, on ne savait pas si un jour on va pouvoir revoir. Parce que mon frère, il racontait ce qu'il a vu, mon père ne voulait pas croire, ce qui est arrivé à d'autres, qu'il a vu sur le Dnieper et sur le Don, fusillés et liquidés. Voilà. Alors ça, on ne se rendait pas compte sur le coup. On a vu ça par la suite. Ceux qui sont restés en vie, bien sûr. Les autres, malheureusement, ils ne se rendaient pas compte.